Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec M. Yvon Grégoire, responsable des communications à la CNESST, pour revenir sur la Journée nationale de deuil et discuter des droits et obligations en matière de travail. Madame Éliane Tremblay-Moreau de Tourisme Montérégie nous partage les activités à faire cet été dans la vallée du Richelieu. Monsieur Maxime Bourdeau du Centre de valorisation du bois urbain revient sur les actes de Monsieur Maxime Bourdeau du Centre de valorisation du bois urbain revient sur les actes de vandalisme qui ont lieu dans ses bureaux il y a quelques semaines. Finalement, on se rend à Saint-Denis-sur-Richelieu pour le dévoilement de la murale à l'école primaire Saint-Denis. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici les actualités que nous avons retenues cette semaine pour la vallée du Richelieu. La Ville de Saint-Basile-le-Grand informe ses citoyens qu'une consultation publique relative au projet d'usine de recyclage de batteries Revolt de l'entreprise Nordvolt est en cours et ce jusqu'au 7 juin prochain. Les citoyens de Saint-Basile-le-Grand sont donc invités à déposer leurs enjeux et préoccupations par le biais du formulaire en ligne accessible sur le site du gouvernement du Québec. Cette consultation permettra d'apporter une contribution à l'évaluation environnementale du projet en soulevant des enjeux qui pourraient être évalués lors des prochaines étapes de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement. La Ville de Mont-Saint-Hilaire a mis en place un centre local d'information et d'initiatives citoyennes, le CLIC. Ce guichet unique permet de centraliser les services de l'administration municipale en facilitant les demandes d'information, les requêtes et les suivis afin d'améliorer l'expérience citoyenne. Ce projet d'envergure pour la Ville s'arrime également avec l'arrivée d'un nouveau portail numérique, de nouvelles coordonnées pour joindre le personnel de la Ville ainsi que la refonte prochaine du site Internet. La Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu est fière d'annoncer que sa présidente directrice générale, Mme Julie Larochelle, a remporté le prestigieux prix Jean-Paul Letourneau à titre de leader de l'année lors du gala de la Fédération des chambres de commerce le 14 mai dernier qui a eu lieu à Saint-Hyacinthe. Cette reconnaissance vient couronner ses nombreuses années de dévouement et de contribution à la communauté d'affaires du territoire. Cette catégorie vise notamment à reconnaître le travail remarquable d'une direction générale d'une chambre de commerce par son leadership. La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens que le Conseil municipal a procédé à l'adoption d'un règlement modifiant la gestion des matières résiduelles lors de l'Assemblée du Conseil du 7 mai dernier afin d'harmoniser les collectes municipales d'ordures, de matières recyclables et de matières organiques. Ces modifications auront comme impact de réduire l'émission de gaz à effet de serre et le recours à l'enfouissement. Elles seront effectives dès le 1er janvier 2025. Un petit mot pour vous rappeler qu'Héma-Québec tiendra une collecte de sang le 7 juin prochain de 10h à 20h au centre communautaire de McMasterville. Si vous avez des informations ou des communiqués de presse à nous partager, vous pouvez le faire à info@tvr9.com afin de vous retrouver dans nos manchettes chaque semaine. À l'occasion de la 18e édition de la Fête du voisinage, la Ville de Saint-Basile-le-Grand invite ses citoyens à organiser une fête dans leur quartier le samedi 1er juin prochain entre 9h et 23h. Il s'agit d'un moment pour célébrer l'esprit communautaire en tissant des liens avec vos voisins et en animant votre quartier d'une touche de créativité et de convivialité. Qu'il s'agisse d'un pique-nique champêtre, d'une partie sportive amicale ou encore d'une soirée de type 5 à 7, le but est réellement de fraterniser et de dynamiser votre quartier. Si vous optez pour la rue ou le parc, eh bien, la Ville vous invite à communiquer avec l'équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à plateau@commercialvillesblg.ca pour effectuer votre demande d'autorisation. C'était vos actualités TVR9. Nous accueillons aujourd'hui Yvon Grégoire, responsable aux communications à la CNESST, donc la Commission des normes d'équité et santé-sécurité au travail. Bonjour, M. Grégoire. Bonjour. Tout d'abord, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler du jour de deuil qui est quand même représenté dans plusieurs pays du monde. Tout à fait. Vous le soulignez, oui, c'était dans plus d'une centaine de pays où c'est souligné, en fait, la commémoration. Nous, au Québec, la Commission
On a commémoré le 28 avril. Alors, l'objectif du jour de deuil, évidemment, c'est de commémorer à chaque année, depuis l'an 2000, à chaque année, évidemment, les accidentés du travail et particulièrement les décès, évidemment, au cours de l'année. Et on profite de l'occasion aussi pour rendre public les statistiques, les bonnes et les mauvaises, de l'année précédente, en fait, qui sont du 1er janvier au 31 décembre, pardon, de l'année précédente, qu'on rend public dans l'année courante. Parce qu'il y a des droits et des obligations qui sont parfois un peu méconnus. Quelles sont les grandes lignes de ces droits-là, ces obligations-là? Bien, les grandes lignes, je vous dirais, en fait, il y a deux articles, deux principaux articles à la loi sur la santé et la sécurité du travail, qui sont les articles 51 qui confèrent des droits et obligations aux employeurs, et l'article 49 qui confère aussi des droits et obligations aux travailleurs. À l'employeur, je vous dirais, c'est l'élimination des dangers. L'employeur a la responsabilité d'éliminer les dangers à la source. Les moyens qu'il puisse prendre, évidemment, c'est par la prise en charge des travailleurs et des employeurs. C'est la meilleure façon pour s'y prendre. Et l'article 49, qui confère des droits et obligations aux travailleurs, bien, ceux-ci doivent respecter évidemment les règles de l'entreprise. Je vous donne quelques exemples. De porter les équipements de protection individuelle, la participation. Ils doivent participer aussi à l'élimination du danger. Et je reviens aussi aux employeurs. En plus d'avoir un lieu sécuritaire, c'est qu'il doit informer, il doit former et il doit superviser et il doit fournir les équipements qui sont obligatoires dans l'entreprise. Et la commission, pour gérer tout ça, a une équipe derrière elle. C'est intéressant d'apprendre comment fonctionne l'arrière du décor à la commission. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Bien, évidemment, derrière tout ça, pour mettre en vigueur, en fait, pour mettre en application plutôt, la loi sur la santé et la sécurité du travail, nous avons plus de 300 inspecteurs qui effectuent, bon an, mal an, environ 30-31 000 inspections annuellement. Et c'est sans compter, évidemment, malheureusement, les décès, où il y a des rapports d'enquête, où il y a des enquêtes qui sont effectuées. Pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, il y a des enquêtes qui sont instaurées à la suite d'un décès. Habituellement, il y a deux inspecteurs qui ont le pouvoir d'enquête, qui vont évidemment élaborer pour en connaître les causes et les circonstances. Par la suite, nous allons les rendre publics, nous allons les diffuser publiquement. Évidemment, il y a des grands messages de prévention à chaque fois, souvent. Malheureusement, on est obligé de se répéter, mais on doit y apprendre un peu quelque chose. Aussi, ces rapports d'enquête-là, on va aussi les distribuer aux associations générales, habituellement les associations sectorielles, aux associations, je donne un exemple, construction, dans le milieu scolaire, pour qu'ils puissent les distribuer à leurs membres, évidemment, pour que ça puisse servir comme un outil pédagogique pour éviter que de tels événements se reproduisent. Puis un outil aussi très intéressant, c'est le site Web. Absolument. Quand on tombe dessus, il y a une mine d'informations. Tout à fait. C'est un incontournable. Je le répète et à chaque fois lors d'entrevues, je dirais que pour les employeurs, pour les travailleurs, particulièrement même pour la population qui veulent s'informer, qu'est-ce que la CNESST? Nous avons notre site Web au www.cnesst.gouv.qc.ca. Vous avez un regroupement d'informations sur le site qui vont vous être utiles. Et je dis toujours aux employeurs, aux travailleurs, dans le doute, vous avez une question, vous n'êtes pas certain, parce qu'on a aussi par téléphone, vous pouvez communiquer par téléphone, de 8h30 à 16h30, à tous les jours. Nous avons des inspecteurs de garde qui pourraient vous répondre instantanément. Mais le site Web, je me répète, vous avez une panoplie d'informations. Puis même pour les OBNL, maintenant, les organismes peuvent aller faire un tour. Et c'est tellement complexe et complet comme information. Donc, on invite les gens à aller voir le site Web que vous avez nommé justement à l'instant. Merci, M. Grégoire, d'être passé à notre studio aujourd'hui. Je vous en prie. L'été est bientôt à nos portes et la Montérégie regorge d'activités pour toute la famille, particulièrement dans la vallée du Richelieu. On est avec Mme Éliane Tremblay-Moreau de Tourisme Montérégie pour nous parler de la diversité
discuter de ces activités. Bonjour. Bonjour. Donc, du côté de l'agrotourisme, vous allez nous parler de 3 activités. Oui, exactement. Donc, pour commencer, un gros incontournable dans la vallée du Richelieu, du côté de Mont-Saint-Hilaire, on a les alpagas du domaine Poisson. Que ça, dans le fond, c'est une des plus grosses fermes d'alpagas au Québec, avec plus de 200 espèces quand même. Wow. Puis, sur place, il est possible de faire une panoplie d'activités, donc notamment se réserver un alpaga pour faire une promenade sur le site. Il y a aussi un beau petit sentier boisé. C'est aussi possible de découvrir une belle boutique avec une grande variété de produits faits à partir de la fibre d'alpaga. Puis il y a aussi d'autres petits produits dérivés d'alpaga, notamment des petits toutous, des affaires très mignonnes comme ça. Puis vous l'avez dit, c'est une des plus grosses installations là, où on peut vraiment toucher les alpagas, donc bien important de réserver à l'avance. C'est très, très populaire comme activité. Vraiment, oui. C'est à l'année longue aussi. Puis à chaque saison, à chaque fête, il y a des événements spéciaux, là, donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, on a aussi, pour les amateurs d'agro-tourisme, on aime le vin, gros incontournable aussi du côté de Mont-Saint-Hilaire, le domaine Viniterra. Que ça, c'est un vignoble qui a ouvert en 2020, donc c'est quand même un vignoble récent. Vous l'avez sûrement vu sur le bord de l'autoroute 20, très accessible. Il propose une belle variété de vins de tous les genres, de toutes les couleurs. Puis, en été, la boutique est ouverte, donc vous pouvez venir sur place pour faire une dégustation de produits. Vous allez pouvoir faire sur mesure votre sélection de dégustation. Puis, vous allez pouvoir agrémenter le tout avec un plateau de fromage, de charcuterie. Puis, pizza au four aussi qui ouvre dès dans 2 semaines, je crois. Là. Mais c'est bientôt, donc ça vaut la peine aussi. Oui, ça vaut le déplacement. Maintenant, du côté de la ferme Guyon. Oui, et du côté de Chambly, un autre incontournable. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, la ferme Guyon, c'est un tout en un. Donc, c'est un marché fermier, il y a des serres, une papillonnerie, une ferme pédagogique. Donc, pour les enfants, les familles, ça vaut vraiment la peine d'y aller pour en apprendre plus, justement, sur toute cette belle variété-là. Puis, une nouveauté depuis l'année dernière, ceux qui aiment les oiseaux de proie, il y a une activité, en fait, les vendredis, samedis, dimanches, si je ne me trompe pas, que c'est possible d'observer une belle variété d'oiseaux de proie. Une activité qui est animée par Joanie, qu'on a pu voir à l'émission Télé-Québec, Safari avec Joanie. Puis c'est vraiment, encore une fois, une belle activité. Oui, un incontournable. Maintenant, si on va du côté plein air, parce qu'évidemment, la vallée du Richelieu regorge d'activités à faire à l'extérieur, il y a le Strom Spa du Mont-Saint-Hilaire. Oui, donc un autre incontournable pour se détendre. C'est vraiment aussi un spa qui inclut tout. Donc, il y a autant des bains, des saunas, des zones de détente, il y en a vraiment beaucoup. Puis, il se diversifie beaucoup par son côté gastronomique. Donc, sur place, à Mont-Saint-Hilaire, il y a le restaurant Nord aussi qui est très bon, puis qui a ouvert l'hiver passé, je ne me trompe pas, le Nord du côté de Chambly, que ça vaut vraiment la peine d'y aller, que c'est un laboratoire culinaire. Donc, si vous voulez tester toutes les nouvelles créations, là, c'est un incontournable autant. Donc ça, c'est si on veut un peu de détente, mais si on est plus actif, on a besoin de bouger. Il y a des sentiers pédestres, mais aussi des pistes de vélo. Cyclables, oui. En Montérégie, on est chanceux. On est la région du Québec avec le plus grand réseau cyclable au Québec. Donc, ça vaut la peine d'aller, jamais si vous voulez vous mettre en forme, le vélo. Il est plus facile en Montérégie dû au peu de dénivelé. Puis, dans la vallée du Richelieu, on a 2 pistes cyclables qu'on aime bien mettre de l'avant. Donc, on a les 2 boucles du Richelieu, que ça, c'est un itinéraire sur route qui fait vraiment tout le contour de la rivière Saint-Marc, Saint-Charles, Saint-Antoine, Saint-Denis. C'est près de 60 km quand même, mais c'est vraiment un beau paysage bucolique. Oui, tellement des belles régions à découvrir. D'ailleurs, le maire de Saint-Antoine, chaque fois qu'il vient sur notre plateau, il nous dit que c'est la plus belle municipalité du Québec. Donc, vraiment, là, pour les amateurs de vélo, un incontournable, ces différentes pistes cyclables-là. Et il y a une deuxième piste cyclable également. Oui, donc du côté de Chambly, on a la piste cyclable du lieu historique national du canal de Chambly, que c'est aussi un très beau lieu pour se détendre. Il y a aussi sur le bord du Richelieu. Il y a aussi, dans le fond, c'est au cœur d'un village historique. Donc, tu sais, les gens qui aiment l'histoire, c'est le fun. On peut aussi observer les bateaux, les oiseaux. Il y a vraiment beaucoup de choses à regarder autres que faire le trajet. Là. Donc, c'est vraiment une belle expérience à vivre. Puis, il y a 2 grands événements qui s'en viennent également cet été, notamment Bière et saveurs de Chambly. Oui, absolument. Donc, il y a lieu du 30 août au 2 septembre, qui regroupe plus de 1000 bières différentes quand même. Fait que ceux qui aiment les bières de micro, c'est votre événement. Puis, il y a aussi le domaine international de Rouville qui organise son festival country, qui a lieu aussi du 29 août au 1er septembre. Puis, la programmation va être dévoilée sous peu. Donc, si vous êtes fan de ça, soyez à l'affût.
Oui. Donc, bon, évidemment, on pourrait en parler. Il y a plein d'autres activités à découvrir. Donc, on invite les gens en famille, seuls, pour la détente, être plus actifs. Vraiment, on vous invite aussi à découvrir le magazine touristique que vous avez sorti la semaine dernière. Donc, c'est disponible en ligne à télécharger ou encore à commander gratuitement. Merci, Madame Tremblay-Moreau, d'être passée sur notre plateau aujourd'hui. Après la pause, on reçoit M. Maxime Bourdeau du Centre de valorisation du bois urbain pour revenir sur les actes de vandalisme qui ont eu lieu à ses bureaux, ainsi que pour clarifier la mission de son organisme à but non lucratif. Là, c'est un peu dommage qu'on doit vous recevoir dans ce contexte-là. Quel est l'état de vos bureaux? Oui, bien ça a été un hiver très occupé avec le projet Nordvolt, justement, donc d'où mon manque de disponibilité. Mais malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, on est là parce que nos bureaux ont été vandalisés, nos bureaux qui sont situés là, dans le cœur du village de Saint-Bruno. Donc, en ce moment, il n'y a plus rien. Là. On a retiré notre mobilier. Tout avait été aspergé de peinture brune, absolument tout. Wow! Ouais. Puis, c'est pas la première fois qu'il y a des opposants au projet de Nordvolt qui vous attaquent directement. Non, dès le début des travaux, en janvier dernier, là, on a eu droit à des entrées par effraction sur le site. On a eu aussi, en février, des gens qui sont entrés sur le site installer des clous dans les arbres, pensant sauver les arbres de la coupe, mais en même temps, ils ont juste forcé du bois à se faire gaspiller, ultimement. Des bio qui avaient un beau potentiel de sciage étaient bourrés de métal, donc je ne pouvais plus les valoriser comme ça. Oui. Donc ça, c'est vraiment contre-productif parce que ces groupes-là ou ces individus-là disent s'opposer au projet de Nordvolt. Puis vous, dans le fond, pouvez-vous nous rappeler, en fait, c'est quoi votre rôle dans tout ça quand on parle de valorisation du bois? Oui, bien, le Centre de valorisation du bois urbain, c'est une entreprise d'économie sociale, d'abord, à valeur environnementale, à but non lucratif. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de prendre en charge les arbres urbains puis de les maximiser, donc de les transformer en produits qui ont une valeur ajoutée puis d'en retourner les bénéfices à la communauté. Donc, vraiment, là, on se sentait pas du tout la bonne cible dans cette histoire-là. Oui, effectivement, là, on se disait, bon, bien, peut-être qu'on a un travail à faire sur notre message, mais évidemment, les gens qui s'opposent au projet de cette façon-là, parce que s'opposer à un projet, c'est correct, il y a des façons d'exprimer nos opinions, mais en allant faire du vandalisme, en détruisant des arbres, ben, c'est vraiment pas du tout c'est contre-productif. Ben oui, complètement. Oui, parce que des arbres qui ont des clous, ces arbres-là... C'est ça, ben, ils vont être déclassés à la série, donc je pourrais pas en faire des planches. Donc, c'est sûr qu'on pourrait les valoriser quand même, mais c'est pas la plus belle forme de valorisation, c'est-à-dire qu'on va les broyer pour faire de la biomasse. Puis là, qu'est-ce qui va se passer avec les arbres qui ont été abattus jusqu'à présent sur le site de Nordvolt? Bien, ce qui a été abattu jusqu'à maintenant, on a la portion du côté de Saint-Basile qui a été fait cet hiver, puis une petite portion du côté de McMasterville. Donc, tous ces arbres-là, déjà, ont été envoyés soit à la pâte à papier ou en sciage. Donc, c'est ça comme je disais, qui est pour nous la plus belle forme de valorisation, parce qu'on peut transformer après ça cette matière première-là en toutes sortes de produits. Puis là, bien, le Centre de valorisation du bois urbain, on fait des produits qui vont du piquet d'arpentage, du tuteur de plantation d'arbres, jusqu'à des éléments architecturaux ou du mobilier, en bois d'ébénisterie, vraiment. Oui, puis d'ailleurs, il va y avoir un revêtement extérieur des bâtiments de Nordvolt qui vont utiliser le bois. Il y a déjà une portion du bois qui a été scié, qui est dans le séchoir en ce moment, qui va être transformé en revêtement extérieur, que ce soit pour des roulottes temporaires ou pour une portion des édifices là, permanents. Mais donc, c'est du bois qui avait un super beau potentiel, puis on a déjà entamé ce processus. Puis, donc, il reste des arbres à abattre du côté de McMasterville. Ça va être fait cet automne probablement. Selon l'échéancier prévu, oui. Puis, c'est quoi le reste de votre collaboration? Qu'est-ce qui reste comme collaboration avec Nordvolt? Oui, parce que, outre l'abattage et la valorisation des arbres, qui est le point principal pour lequel on a développé cette relation d'affaires-là, on a aussi reçu le mandat de Nordvolt, on en est très fiers, de gérer la plantation de compensation. Donc, ils nous ont demandé de proposer un programme de plantation d'arbres pour compenser les arbres qui ont été abattus sur le site. Le PDG a récemment annoncé aussi là, que ça avait été approuvé à hauteur de 2,5 arbres pour chaque arbre qu'on avait abattu. Donc, ce qui va donner là, quelque chose entre 35 000 et 40 000 arbres qui vont être à replanter par Nordvolt. Par Nordvolt, principalement sur le site? Une grande portion va être replantée là, par... oui, bien, en fait, c'est financé par Nordvolt, mais on va gérer le projet au CVBU. Puis une grande portion des arbres vont être plantés à même le site. C'est sûr que les plants sont presque finaux, en tout cas, ou du moins, on pense qu'ils sont finaux, mais il est encore tôt pour faire de la plantation immédiatement parce qu'il y aurait toujours un risque qu'on soit obligé d'en déplacer.
Donc, on espérait planter ce printemps, mais finalement, on espère pouvoir faire la phase 1 dès cet automne. Oui, donc on va évidemment garder un œil sur le projet. Je pense qu'on n'est pas les seuls à garder un œil là-dessus. Il y a différents... en fait, les citoyens, évidemment, sont bien impliqués dans ce projet-là. Donc, merci, M. Bourdeau, d'être venu clarifier la mission du Centre de valorisation du bois urbain. Je pense que c'est important de le rappeler que vous n'êtes pas les méchants non, pas du tout. Dans ce projet-là. On pense vraiment être du bon côté de l'histoire dans ça. Les gens s'en sont un petit peu pris à nous d'avoir géré les abattages aussi, mais comme je l'ai déjà expliqué, de gérer les abattages, ça nous permet de valoriser plus puis de valoriser mieux. À partir du moment où les arbres vont être coupés, peu importe notre implication, bien, on est à l'aise d'en prendre la gestion de ces abattages-là parce que je vais m'assurer que les critères qui font en sorte que je suis capable de valoriser le bois sont respectés par les gens qui vont les couper. Oui, totalement. Vraiment. Merci pour ce beau rappel, puis merci encore une fois d'être passé à nos studios aujourd'hui. Nous sommes à l'école Saint-Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu avec Marianne et Vincent qui ont eu aujourd'hui un beau dévoilement d'une murale permanente. Tout d'abord, Marianne, expliquez-nous un peu d'où vous est venue cette idée-là. Oui, bien, en fait, le projet a commencé parce qu'on a offert notre temps, Vincent et moi, en tant que parents bénévoles de l'école, pour faire une grande murale faite à la main dans la bibliothèque de l'école. Pendant 7 jours, on a travaillé très fort. Là. On a peinturé des illustrations des personnages, puis on a été aidés par 2 enfants par classe. C'était très le fun, mais on se disait que ça serait super de créer un autre projet qui inclurait tous les enfants de l'école. Donc, c'est de là qu'est partie la Grande Murale. Et il faut dire que vous avez quand même de jolis talents dans le domaine pour faire la conception de cette murale-là. Expliquez-nous un peu d'où vous est venue l'idée, mais aussi comment vous avez pensé à la mettre sur pied. Oui, bien c'est ça. Marianne et moi, on est un duo d'illustrateurs, en fait, depuis une quinzaine d'années. Puis on fait des albums jeunesse. On s'appelle Belle Brute en duo. Puis donc, on est très habitués à travailler ensemble. Puis de par le passé, on a fait aussi beaucoup d'ateliers scolaires. Donc, c'est des expertises qu'on a de travailler avec les enfants, de faire de l'illustration. Puis ce projet-là, bien, on s'est dit... ils sont 168 à l'école à peu près, fait qu'on pouvait pas monter dans des échelles puis commencer à peinturer avec des enfants, c'était pas concevable. Fait qu'on s'est dit, on va prendre une approche plus numérique. On va venir les faire travailler sur des petits projets plus ponctuels, dans des ateliers bien encadrés, puis on va recueillir ces éléments-là qu'on va composer, nous, à l'atelier pour faire une grande fresque, une grande murale. Donc, on les a rencontrés pendant 1 mois. Là. Il y a eu 4 semaines d'ateliers où on a fait là, des éléments plus picturaux, des textures plus abstraites, des choses comme ça. Puis on est reparti à la maison avec ça, puis on est revenu aujourd'hui leur dévoiler la grande image finale. Mais quelles ont été les étapes, en fait, pour en arriver à faire une maquette de cette envergure-là? Parce qu'elle est vraiment représentative de l'école elle-même. Oui, par rapport à la maquette physique qu'on voit ici derrière, bien en fait, faire des maquettes, c'est quelque chose qu'on fait souvent, là, Vincent et moi. Moi, je suis artiste du 1 % aussi, là, qui est de l'intégration des arts à l'architecture. Donc, Vincent m'aide énormément dans mon processus de présentation d'œuvres d'art en faisant souvent mes maquettes. Donc, on était habitués du processus en tant que tel. Puis, c'est une maquette qui est créée en foam core, en carton mousse qu'on appelle. Et Vincent a pris des photos, en fait, de l'école en tant que telle, puis a créé... Vas-y, Vincent, explique. Bien, c'est-à-dire que vu que c'était... Parce que d'habitude, on présente à des architectes, des ingénieurs, des trucs, fait que c'est plus minimaliste, fonctionnel. Mais là, c'était une maquette pour des enfants. Fait que je me suis dit, bien... On va leur faire leur vrai cours d'école en miniature pour qu'ils capotent quand ils vont voir la toute petite cour d'école, les petits paniers de basketball, toute la patente, les cloches pour la récréation, tout. Ça fait que c'est une maquette qui est beaucoup plus impressionniste, là, pour avoir un feeling de réalisme et de... Puis c'est ça, dans le fond, je suis venu dans la cour d'école, j'ai pris des photos des façades, puis j'ai habillé mon modèle en carton à l'échelle, et puis on a plaqué aussi... la raison pour quoi on fait ça, c'est toujours pour mettre l'œuvre dans son contexte, pour que les gens la comprennent mieux dans leur contexte. C'est ça. Puis je pense que la réponse a été comme... Ils étaient vraiment excités, les enfants. Là. Et la suite du projet, c'est le financement, en espérant que vous puissiez l'avoir pour un dévoilement, le concrétiser le projet durant l'année prochaine? On aimerait bien ça. Évidemment, on est comme garant de
qu'est-ce qui peut se passer avec le financement public et tout d'une œuvre d'art. Mais oui, on va approcher tous les organismes qu'on peut approcher pour aller chercher du financement. On voulait vraiment aussi séparer cette portion créative-là avec les enfants, puis qu'ils ne soient pas impliqués là-dedans, puis que ça ne soit pas vu comme quelque chose qui se fait ou qui ne se fait pas. Là, on voulait vraiment qu'il y ait du plaisir à créer et tout. Puis après ça, ça va être la deuxième partie. On va gérer ça entre adultes, essayer de trouver la manière dont on peut amener de l'eau au moulin pour faire produire cette jolie chose-là. Mais oui, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir trouver preneur, là. Et merci beaucoup, Marianne et Vincent, pour non seulement avoir eu cette idée-là de faire ce projet-là, et c'est peut-être un rendez-vous l'année prochaine pour le concrétiser. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous voulez une télévision régionale à votre image? Eh bien, c'est votre chance de vous joindre à l'équipe de TVR9. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles tant devant que derrière la caméra. Donc, si vous avez un intérêt pour les communications, la recherche, la coordination ou encore que vous avez de la facilité à vous exprimer, eh bien, c'est le moment de nous faire part de votre intérêt en nous écrivant à info@tvr9.com. Au plaisir de vous accueillir parmi nous et sur ce, bonne semaine à tous.